Ce qu'on sait, c'est que vers 12h30, vous l'avez dit, un jeune armé de 2 couteaux, dont un couteau de chasse, entre dans ce lycée de Notre-Dame. Il se dirige au 2e étage, il entre dans une classe et poignarde une lycéenne de seconde. Ensuite, il se dirige à l'étage du dessous. Il entre dans une seconde classe et poignarde 3 autres élèves. Il est finalement maîtrisé par le responsable informatique de cet établissement. La police secours arrive ensuite, le maîtrise, l'interpelle. La première victime donc du 2e étage, qui est d'abord placée dans le coma, décède 1 heure plus tard. Les 3 autres blessés parmi un a son pronostic vital engagé. Les 2 autres sont blessés mais n'ont pas leur pronostic vital engagé. Ce que l'on sait pour l'instant du profil, c'est qu'il s'appelle Justin P. Il est né en 2009, il a 15 ans. C'est un élève de seconde qui n'est pas connu des services de police. Et ce que l'on sait, et ce qui va être intéressant dans cette affaire, c'est qu'il a envoyé un mail un peu de revendication, une sorte de testament ce matin à son lycée. Un manifeste critique du système mondial actuel. Voilà pour les informations du service police-justice d'Europe 1. Je le dis aux auditeurs, bien évidemment, réagissez au 01 80 20 39 21. On a besoin d'entendre votre avis, votre regard et prendre un peu de hauteur, savoir si ce qui s'est passé est un fait divers ou bien un fait de société. Et peut-être à cette question, vous avez une réponse. Jean-Christophe Couvi, vous êtes responsable syndical police unité. Vous venez régulièrement dans les studios d'Europe 1 pour alerter sur la violence des jeunes, sur cette violence qui explose et sur le fait que l'école n'est absolument plus sacralisée. Et d'ailleurs, les établissements, les responsables d'établissements, les professeurs sont parfois démunis. Oui, nous on le constate effectivement avec mes collègues tous les jours. On voit qu'il y a cette désinhibition, j'allais dire, de la violence des mineurs. Alors là, c'est un acte isolé, mais en même temps qui a l'air d'être prémédité aussi, puisqu'il avait envoyé un mail. Donc ça interroge aussi sur la personnalité de ce gamin. Ça reste un gamin, 15 ans. Et du coup, ce qui interroge en fait, c'est la proportion des mineurs dans les faits de société en fait. C'est-à-dire qu'ils représentent 6% de la population. Et d'après les chiffres qu'on a, ils représenteraient donc 37% des violences à l'arme blanche, donc ce qui est surreprésenté, et 35% de la délinquance de voie publique. Donc en fait, on a un problème dans cette société avec nos enfants. On ne sait pas, et on a l'impression des fois que les enfants ont pris le pouvoir sur les parents, comme si les parents étaient sidérés, n'arrivaient plus justement à donner des limites aux enfants. Et en même temps, on a aussi un problème avec la justice qui n'arrive pas à endiguer cette violence. Et encore une fois, il faut écouter aussi les pédopsychiatres qui nous disent, et même nous, on le voit sur le terrain, si d'entrée, on ne les maîtrise pas, ces jeunes, si d'entrée, ils ne se confrontent pas justement au mur des réalités, en les punissant, effectivement, à un moment donné, des mineurs délinquants deviendront des majeurs délinquants. C'est comme ça, c'est écrit. Et donc, il faut arriver à endiguer ce phénomène. On va rester évidemment très prudent avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Vous allez régulièrement nous apporter les toutes dernières informations concernant ce drame. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Jean-Christophe Couvi. Vous avez dit, il a 15 ans, c'est un gamin. Oui. Certes, mais quand on voit, et vous l'avez précisé, l'explosion de cette délinquance ou cette criminalité chez les jeunes, et un débat s'est installé dans notre société, un débat public, un débat politique, à savoir est-ce qu'un jour ou l'autre, un criminel, un délinquant de 15 à 16 ans, on le considère encore comme mineur, ou on fait lever cette fameuse excuse de minorité, Jean-Christophe? Mais en fait, c'est un débat sociétal qu'effectivement nos hommes politiques doivent avoir, mais pas que. Il y a aussi les corps intermédiaires, il y a aussi les professeurs qui sont souvent les premiers aussi sur. Bien sûr, et on pense à eux. On voit évidemment bien. Cet après-midi. C'est vrai que quelque part, quand vous envoyez vos enfants, moi j'ai 2 filles qui vont faire des études. Normalement, vous vous dites, elles sont protégées, elles sont dans un lycée ou un collège, et que le soir vous arrivez et que la chambre elle est vide parce que vous avez que vos yeux pour pleurer. Effectivement, ça interpelle aussi sur le niveau de cette société. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors. On ne peut pas vivre non plus dans une société bunkérisée. Effectivement, il faudrait on entre un peu dans cette société bunkérisée. Est-ce qu'on va glisser à l'américaine? Moi, je parle souvent sur CNews du confinement sécuritaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des Français qui évidemment souffrent de cette insécurité et qui considèrent qu'il faut plus sortir à partir de 22h. Des parents qui disent à leurs enfants c'est terminé, tu ne sors plus tout seul. Des écoles qui vont mettre des caméras vidéosurveillance un peu partout. On parle de portiques de sécurité. On parle désormais de surveiller et de fouiller tous les sacs à l'entrée des écoles. Donc face à cette grande délinquance,
face à cette criminalité, cet ensauvagement de la société. Vous avez finalement des Français qui indirectement se confient. Moi, je les comprends, sauf qu'en fait, la réponse de la société, enfin de nos édiles, c'est de dire on va plus se protéger. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer au mal ? Parce qu'en fait, c'est nous les victimes, quelque part. C'est-à-dire qu'on se surprotège parce qu'effectivement, on veut vivre en tranquillité, mais quelque part, c'est nous les victimes aussi. Donc, en fait, il faut vraiment s'attaquer à la racine du problème et qui est encore une fois l'éducation, qui est encore une fois savoir si des gamins, on fait pas des sociopathes, c'est-à-dire qu'ils vivent en dehors des règles de la société, que personne les rattrape et que personne leur donne des règles d'encadrement. Et donc, quand on a des gamins qui glissent, alors là, c'est peut-être pas le cas. Il faut voir aussi encore une fois rentrer dans le détail. C'est pour ça que je préfère être très prudent pour l'instant sur le drame à Nantes, mais on peut aussi parler de l'état de la société et de cette insécurité. On a des gamins qui glissent et on les connaît, et ceux-là, je pense qu'il faut aussi les rattraper très tôt. Et on a des structures militaires, moi j'ai des collègues qui nous disent, il y a aussi des légionnaires, etc., qui pourraient aussi prendre ces gamins et leur apprendre un petit peu ce que c'est que le respect, ce que c'est que d'être droit dans leurs bottes. 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir, et puis plus généralement parler de cette insécurité, cette impuissance de l'État à enrayer ce phénomène. Gauthier Lebret, je suis très heureux de vous retrouver. Je pense évidemment cet après-midi à tous les professeurs, à tous les enseignants. Vous le rappelez assez souvent. Vous avez une épouse qui est maîtresse d'école. Oui. Et régulièrement, vous rappelez les difficultés qu'elle peut avoir dans son quotidien, le manque de moyens, le manque de bras, et puis aussi ce rapport avec les enfants qui peut être à très bas âge. L'exposition, parce que là on est encore une fois avec des très jeunes, des mineurs, donc c'est toujours pareil, c'est toujours la violence des mineurs qu'on n'arrive pas à endiguer. On n'a pas encore les raisons du passage à l'acte. On entend la piste de la relation qui n'aurait pas vu le jour, et donc de la frustration que ce jeune aurait eue, et ensuite il passe à l'acte et il tue une jeune fille. Donc on pense déjà à la famille de cette jeune fille. Vous envoyez votre enfant à l'école en pensant qu'il est en sécurité dans le cadre scolaire, pris en charge par les professeurs, par tout le personnel que vous pouvez trouver de l'éducation nationale, et votre fille, vous la voyez partir le matin et vous la voyez pas rentrer le soir. Donc il y a un véritable problème. J'ai vu que déjà qu'Éric Ciotti, député UDR, proposait de mettre des portiques de sécurité, de fouiller les sacs des élèves qui rentrent, puisque cet élève, on l'a laissé rentrer, il n'y a pas eu de signalement particulier. Alors il y a un mail maintenant qui fait surface, où on peut voir qu'il va sans doute passer à l'acte dans les heures qui suivent. Mais comment faire ? On a tout dans cette histoire. On a le couteau, qui est désormais une arme qu'on retrouve en permanence dans l'actualité. Je dis souvent que le couteau est devenu chez certains le prolongement de la main. Et c'est terrifiant de se dire ça en France aujourd'hui. Quand c'est pas la machette, souvenez-vous, il y a quelques mois dans les rues de Paris, un jeune à la sortie du foot est tué à coups de machette, là encore par un mineur. Donc il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à endiguer, la violence des mineurs, la prolifération du couteau, parce que c'est une arme qu'on peut trouver absolument partout, et les mineurs sont exposés évidemment à ces armes. Et maintenant on est sur aussi les souffrances psychiatriques de ces jeunes. Comment expliquer qu'il y ait une récurrence des souffrances psychiatriques chez les plus jeunes? C'est très compliqué en fait cette actualité, parce que les solutions sont pas faciles. Les solutions sont absolument pas faciles à trouver. Quasiment 16h15 sur Europe 1. Je rappelle l'information de l'après-midi. Information malheureusement dramatique. Un lycéen a été tué. 3 autres ont été blessés à coups de couteau par un élève ce jeudi en début d'après-midi dans le collège-lycée Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes. Charlotte Dornelas, vous travaillez énormément sur la question de la délinquance, de la criminalité chez les jeunes. Vous avez publié de nombreux articles dans le JDD. Vous parliez aussi du terrorisme cette année, avec des suspects qui sont de plus en plus jeunes. Encore une fois, on va être très prudent sur Nantes. Je sais que le PNAT est en observation. Quand je dis PNAT, c'est le Parquet national antiterroriste. Il ne s'est pas encore saisi de l'affaire, mais on est face à une société, une délinquance juvénile, avec des cas qui nous sidèrent désormais, parce qu'on se dit à un âge aussi bas, comment atteindre un tel niveau de violence ? C'est-à-dire que ça prend surtout plusieurs formes. Vous avez évoqué la question du terrorisme qui est particulière, mais qui en effet a de quoi inquiéter, puisque les services de renseignement s'inquiètent d'un rajeunissement considérable de ceux qui passent à l'acte sur le terrain terroriste. Il y a la question de la délinquance quotidienne, où en effet il y a également un rajeunissement. Et là, je pense que c'est, quasiment le plus
le plus urgent à appréhender, parce que, comme son nom l'indique, la délinquance quotidienne est celle qui pourrit le quotidien des victimes, évidemment, de ces délinquants. Et là, en effet, il y a une question à poser de l'adaptation. Il ne s'agit pas de considérer que tout à coup, les gamins de 14 ans en ont 25. C'est pas du tout le sujet, et c'est certainement pas la réponse, parce qu'il faut pas oublier une chose, et là, on discute entre adultes, et c'est le principe du débat, notamment médiatique et également politique, c'est que les enfants sont aussi le résultat de ce qu'en ont fait les adultes. C'est pas très agréable, mais il faut quand même qu'on en ait tous conscience. Donc des enfants qui de plus en plus jeunes sont capables d'actes de plus en plus graves, c'est aussi une défaite des choix que nous, adultes, avons posés. C'est pour ça d'ailleurs que ces choix doivent être réexaminés et qu'ils doivent être posés différemment, notamment dans la sanction. Mais ça ne veut pas dire considérer les jeunes comme des moins jeunes ou comme des enfants qui n'en sont plus. Ils en sont, mais la répression fait partie de l'éducation et c'est pour ça qu'il faut l'examiner. Mais là, je pense qu'on a un cas qui est un peu particulier. Enfin, la seule chose qu'on ait, c'est en effet ce qu'il a envoyé, ce que j'étais en train de lire. Là, on a affaire à un cas très particulier. Il y a un manifeste qui est quand même de l'ordre plus du politique, de la révolte, de l'analyse du système. Il est assez étonnant. Je ne sais pas quel âge il a, 14, 15 ans. Le suspect a 15 ans. Il a 15 ans, il est en 2009. 15 ans. Si c'est vraiment lui qui a écrit ça, on a affaire à un profil assez particulier et que Dieu merci, on ne croise pas tous les matins non plus. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, a réagi sur les réseaux sociaux. Elle dit, elle rappelle cette agression au couteau a eu lieu ce midi au sein de l'établissement scolaire privé de Nantes. Elle se rend sur place avec Bruno Retailleau qui prendra la parole à Nantes dans 45 minutes pour exprimer toute sa solidarité aux victimes et son soutien à la communauté éducative. Olivier d'Artigot, je me tourne vers vous. Depuis 12h30, je scrute évidemment toutes les chaînes d'information. J'ai entendu des responsables syndicaux de professeurs très en colère en disant ce qui est arrivé cet après-midi ne nous surprend pas parce que depuis des années on alerte sur cette violence. On alerte également sur l'impuissance qu'ont les autorités à juguler et à freiner cette délinquance, cette criminalité chez les jeunes. Et aujourd'hui, c'est un drame qui se rajoute à une longue liste de faits absolument dramatiques dans l'école. Bon, d'abord, le procureur de la République... à 19h. Tiendra une conférence de presse à 19h. Je fais écho à ce que disait Gauthier Lebray tout à l'heure, dans le sens où face à une telle actualité, il y a bien sûr différents biais, il y a différents facteurs. On les reconvoque systématiquement et ils sont douloureux. Le premier, bien évidemment, vous en parliez, que l'école n'est absolument plus un sanctuaire. Que l'école qui devrait protéger, éduquer, développer les capacités humaines devient un espace. Et nous sommes malheureusement en France, avec le professeur Bernard Epati, bien au fait de ce sujet-là, que l'école peut se conjuguer avec l'horreur absolue. Ça commence à faire ce continuum de choses épouvantables. L'école commence à installer en effet un climat qui est un climat très dur pour les enseignants et pour l'ensemble de la communauté pédagogique. Bien sûr, qui ne se réduit pas uniquement au personnel enseignant, mais l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'espace éducatif. Comme l'a dit Gauthier, l'arme blanche, qui commence à être associée à cette génération quand l'actualité est convoquée pour le pire, et je pense à Crépol et à d'autres moments. Et puis, un sentiment d'impuissance, ou en tout cas d'absence de résultats dans les politiques publiques, qu'elles soient en amont, en prévention, ou en aval, en sanction, comme l'a dit Charlotte, pour apporter des réponses à la hauteur du défi. Donc, bien évidemment, on pense à la famille de cette jeune lycéenne, aux 3 autres blessés, dont certains sont dans une situation d'urgence absolue. Bon, on verra la manière dont l'exécutif réagit, dont la justice fait son travail. Et bien évidemment, c'est toujours difficile de faire des émissions dans le dur d'une actualité de cette nature-là, parce qu'on ne veut pas non plus en dire trop, mais on ne veut pas non plus en dire trop peu pour apparaître en deçà d'une émotion que tout le monde doit ressentir. Et c'est pour ça que depuis le début de l'émission, depuis 16h, je vous dis, on va rester très prudent sur le mobile et sur le profil et sur les faits, puisque ces faits arrivent au compte-gouttes. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais en revanche, ça participe d'un climat
Et vous avez parlé de Dominique Bernard, de Samuel Paty, mais on aurait pu vous imaginer, c'est-à-dire que les drames s'enchaînent tellement que parfois on les oublie. Et j'entendais un responsable syndical cet après-midi parler d'Agnès Lassalle. Et beaucoup l'ont oublié, Agnès Lassalle, enseignante d'espagnol, basque, oui. Exactement de 53 ans, qui avait été poignardée à mort par un de ses élèves le 22 février 2023 au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce drame qui avait profondément choqué la France, relançant le débat sur la violence en milieu scolaire. Et je rappelle pour les auditeurs qu'elle dansait avec son mari. Et son mari avait dansé seul. Beaucoup se souviennent de cette image. Au moment des obsèques. Au moment des obsèques, pour rendre hommage à sa femme. On est en direct avec un premier auditeur et vraiment, je le disais, c'est important d'entendre votre avis. Vous êtes peut-être parent, vous êtes peut-être professeur, vous travaillez en milieu scolaire et c'est important de savoir quelles sont vos difficultés au quotidien. 01 80 20 39 21. On est en direct avec Lorenzo. Cher Lorenzo, bonjour. Vous souhaitiez réagir après ce drame à Nantes et je le disais, cher Lorenzo, soyons très prudents sur ce qui s'est passé à Nantes parce qu'on ne sait pas tout pour l'instant. Oui, bonjour. Je vous remercie tout d'abord de me prendre au téléphone. Donc moi j'ai entendu ça à la radio à l'instant. Je ne l'avais pas appris par les réseaux, donc je suis un peu choqué, je pense comme tout le monde aujourd'hui, d'apprendre ce type d'acte. Et comme vous dites, on va être prudent puisqu'on ne sait pas tout. Et je trouve que c'est un problème aussi parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes se posent la question justement malheureusement de l'origine de la personne qui a commis cet acte. Et je trouve ça très malheureux parce que ça peut être n'importe qui, hein. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, avoir ce type de problématique et se poser la question qu'on puisse mettre en place des portiques aux entrées des écoles, donc mettre les enfants dans des conditions où ils craignent justement cette insécurité, je trouve ça, mais vraiment, on n'y pensait pas du tout il y a 15 ans, quoi. Vraiment, c'est vraiment le type de choses qu'on ne pensait pas il y a 15 ans possible, quoi. Évidemment, et c'est important aussi de vous donner la parole parce que cette incompréhension, souvent on traite de ces sujets de criminalité, de délinquance, ces drames, et malheureusement on a la sensation d'une histoire sans fin. Et Jean-Christophe Couvi, moi je pense évidemment aux policiers qui ont dû intervenir aussi cet après-midi. D'ailleurs, est-ce qu'on sait un peu comment ça se passe dans ces cas-là, la manière dont ils interviennent, comment ils sécurisent les lieux, un établissement scolaire? Je pense aux éditeurs, aux parents, encore une fois, qui doivent être traumatisés, que ce soit les parents de cet établissement à Nantes, mais tous qui demain peuvent se dire, mais si mon enfant est dans une école où il se passe ce qu'il s'est passé cet après-midi à Nantes, qu'est-ce que peuvent faire les forces de l'ordre? En fait, quand on appelle, on fait là le 17, hein, c'est la police secours qui arrive, un équipage qui débarque et effectivement tout de suite il y a des requérants comme on appelle et qui disent voilà ça se passe ici, c'est dans tel étage, etc. Et vous arrivez et vous découvrez la scène. Alors heureusement, encore une fois, il y a eu une personne de l'établissement qui a eu un geste héroïque aussi, hein, qui a réussi à maîtriser, après les premiers éléments que j'ai, grâce à une chaise, qui a réussi à maîtriser cet assaillant, ce gamin, et qui a pu le maîtriser en attendant justement les forces de l'ordre. Et quand les collègues arrivent, ils n'ont plus qu'à le maîtriser, j'allais dire. Et après, c'est les premiers éléments, les premiers contacts. Et on voit des scènes d'horreur avec sûrement du sang un peu partout. Et surtout, la première chose, c'est isoler cet individu et puis recueillir les premiers éléments. Les premiers éléments, a priori, le gamin avait l'air de dire « tirez-moi une balle à la tête, je veux mourir ». Donc on se dit... Avec un profil peut-être dépressif. Un peu dépressif. Il nous reste quelques secondes avant une première pause. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir en direct sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Et priorité absolue, bien évidemment, aux témoignages. Priorité aussi aux dernières informations avec le service police-justice d'Europe 1, Jean-Baptiste Marty. Oui, et preuve que l'affaire est très sensible, le procureur de Nantes annonce à l'instant que la conférence de presse est reportée à un moment ultérieur sans donner de nouvelles dates. Donc ça montre que voilà, l'enquête va être plus difficile que ce qu'elle devait être. Et que visiblement le procureur n'a pas pour l'instant tous les éléments pour apporter une réponse, un premier éclairage et à la population bien sûr, et aux Nantais et à la population, parce que c'est toujours dans ces cas-là un drame national bien sûr.